Vous êtes professeur de droit public, donc une juriste, que vous avez notamment travaillé sur le droit du sport, mais aussi donc sur le droit international économique et sur tout ce qui touche justement la protection de l'environnement. Vous êtes l'autrice d'articles très savants, très percutants aussi, de tribunes de presse, notamment dans un grand journal du soir. Et vous avez écrit notamment plusieurs articles importants sur la manière dont, justement, je le disais, le droit commercial international tel qu'il existe aujourd'hui, et notamment les accords de libre-échange, je disais, viennent saper ou miner les politiques publiques qui visent à préserver les ressources naturelles de la planète. Voilà, parce que ces traités commerciaux reposent sur une logique dont parlait Serge Dié, quelque part, une logique purement mercantile. Vous expliquez que ces traités, qui prétendent pourtant lever les entraves, évidemment les entraves au libre jeu du marché, constituent en dernière instance eux-mêmes des entraves, en tout cas à la souveraineté des États et aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais je crois que vous allez... Voilà, ça c'est un peu l'horizon, enfin le contexte de votre travail, mais je crois que vous allez nous parler d'autre chose aujourd'hui, touchant à ces sujets de la liberté. Sabrina Robert-Cohendet, merci d'être là. Vous avez donc la parole aussi pour 20 à 25 minutes. Merci. Merci Jean Birnbaum, merci pour votre invitation, merci aux organisatrices et aux organisateurs de ce forum, et puis un merci particulier à Nathalie Prince qui m'a mis sur le chemin du forum, justement. Je suis très honorée de représenter, si je comprends bien, les couleurs de notre belle université du Mans, mais je suis aussi très intimidée parce que j'ai rarement l'habitude d'avoir autant d'étudiants. Ils ne sont pas non plus dans les amphithéâtres de l'université, en tout cas pas tous. Mais je suis aussi surtout très intimidée parce que je vais commencer par faire une confession. Je suis juriste. Alors, c'est pas ça mon péché, je l'assume plutôt bien. Mais parmi les juristes, il y en a qui croisent souvent leurs analyses de droit avec les analyses des philosophes. Il y a même certains de mes collègues qui sont spécialistes de la philosophie du droit. Ce n'est absolument pas mon cas. Je suis plutôt une technicienne du droit. Et donc, c'est en néophyte de l'exercice qui consiste aujourd'hui à confronter mes idées aux lumières de la philosophie que je me présente avec vous et que effectivement je vais parler de cette question, la lutte contre les changements climatiques ou la fin des libertés. Alors, il y a un point d'interrogation à la fin de l'intitulé de ma présentation et je vais essayer de lever ce point d'interrogation et de m'inscrire finalement dans la continuité de ce que Serge Audier a présenté et de voir comment le droit peut aider non pas à appréhender les restrictions qui sont liées à la lutte contre les changements climatiques comme la fin des libertés, mais plutôt comme une redéfinition de celles-ci. C'est un cheminement juridique qui est long, qui est progressif, mais dans mes recherches, au-delà effectivement de ce que vous avez présenté, je constate qu'il y a des évolutions, des frémissements très intéressants qui nous amènent vers une autre conception de la liberté. Alors en réalité, la question des libertés et de la protection de l'environnement a toujours eu un rapport très ambivalent. C'est d'abord un rapport d'opposition. J'ai beaucoup travaillé sur la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre, et bien évidemment, quand on parle de protection de l'environnement, eh bien cette liberté, d'essence essentiellement économique, elle est entravée, parce que protéger l'environnement, ça suppose de réglementer, d'autoriser, d'interdire, de contrôler un certain nombre d'activités. Mais dans le même temps, le droit, et y compris le droit de l'environnement, contribue aussi à renforcer l'idée que la liberté, et en particulier la liberté d'entreprendre, la liberté économique, c'est un levier essentiel de la protection de l'environnement. On a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs juridiques, comme le système européen d'échange de quotas carbone, ce qu'on appelle le marché du carbone en Europe,
ou les dispositifs de compensation écologique sur lesquels repose une loi très importante en France, la loi sur la reconquête de la biodiversité, qui a été adoptée en 2016, eh bien, des dispositifs donc, qui mobilisent le marché comme instrument de protection de l'environnement. Or, il me semble que le marché, c'est par excellence l'espace de la liberté, un espace de super liberté. Donc une sorte d'ambivalence, comme si le droit n'arrivait pas à trancher entre cette idée de savoir s'il faut restreindre les libertés pour mieux protéger l'environnement ou si au contraire il faut profiter de cette liberté pour protéger l'environnement et le climat. Mais en creusant un petit peu dans toutes ces normes de droit qui sont constitutives du droit de la protection de l'environnement, j'observe aussi un certain nombre d'évolutions qui précisément, et des évolutions très récentes que l'on est en train de vivre actuellement, qui conduisent à penser que le droit peut aussi aider à appréhender la rétractation de l'espace des libertés individuelles qu'implique en quelque sorte l'adoption de mesures efficaces de lutte contre les changements climatiques, non pas comme synonyme d'écologie punitive ou même de tyrannie environnementale, mais comme la consécration d'une nouvelle forme de liberté, plus égalitaire et plus solidaire. Alors ce chemin, il n'est pas évident, puisque lorsque l'on confronte la question des libertés avec les implications des réglementations en matière de lutte contre les changements climatiques, eh bien les libertés qui sont en cause, ce sont celles qui font de l'homme un être social. C'est la liberté de se déplacer, de voyager, de consommer, de disposer de ses biens comme on l'entend. C'est la liberté peut-être de fonder une famille, d'exercer le métier de son choix ou de pratiquer les loisirs qu'il passionne. Mais d'une part, toutes ces libertés en droit ne bénéficient pas du même régime de protection. Il y a des libertés fondamentales qui sont protégées au plus haut niveau de la hiérarchie des normes par la Constitution, voire par des conventions internationales, et qui ne souffrent que de quelques restrictions qui ne peuvent être que ponctuelles. Il y a d'autres libertés qui n'ont pas ce statut de liberté fondamentale et qui donc peuvent plus facilement fléchir face à des normes qui leur sont juridiquement supérieures, l'égalité, la justice sociale ou encore la solidarité. Et puis il y a d'autres de ces libertés qui tout simplement ne sont pas protégées comme telles par le droit. Ce sont des capacités de faire ou de ne pas faire, ce sont des panels d'options, mais ce ne sont pas des prérogatives que le droit protège en tant que telles. Et d'autre part et surtout, à côté des libertés individuelles, le droit reconnaît aussi des libertés collectives qui sont reconnues aux États, aux collectivités territoriales, aux minorités, aux peuples, aux générations présentes ou futures. Et dans la consolidation d'un droit de la lutte contre les changements climatiques, eh bien, on observe que ces libertés collectives sont de plus en plus importante. Alors pour explorer plus en détail la manière dont les potentialités du droit dans la transformation de ce mythe sacré des libertés, dans ses rapports dans la lutte contre les changements climatiques, je vous propose d'approfondir 2 points. Le premier, c'est de voir de quelle liberté nous parlons exactement, et puis ensuite, dans un second temps, de voir quelles sont les restrictions dont il est ici question. Alors la première question, de quelle liberté nous parlons ici? Alors, pour bien comprendre quelles sont ces libertés qui sont protégées en droit, il faut souligner que le droit reconnaît d'abord plusieurs sujets de liberté. Il reconnaît plusieurs sujets de droit, mais il reconnaît aussi plusieurs sujets de liberté. Ces sujets de liberté peuvent jouir de leurs prérogatives protégées en droit dans un espace de liberté qui est plus ou moins contraint, plus ou moins qui évolue en réalité sans cesse. Alors, les sujets de liberté, dans un premier temps, quand on pense aux libertés individuelles, aux libertés fondamentales, en droit, on a tendance à les associer aux droits de l'homme. C'est vrai que libertés fondamentales et droits de l'homme sont très étroitement liés, mais les libertés ne s'épuisent pas dans la catégorie des droits de l'homme, tout simplement parce que le droit reconnaît des libertés individuelles, mais il reconnaît aussi des libertés collectives, des libertés qui vont appartenir à d'autres entités que les individus. Alors je pourrais
énumérer de très nombreux exemples, mais je vais en prendre deux. Premier exemple, le droit à un environnement sain. Le droit à un environnement sain, il figure à l'article 1er de la Charte de l'environnement, qui est intégré dans notre Constitution. Il a donc une valeur constitutionnelle, il se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Il a été récemment consacré, ce droit à un environnement sain, comme une liberté fondamentale par le Conseil d'État dans un arrêt très récent du 20 septembre 2022. Et tous mes collègues et moi-même, on s'est empressés de faire 3-4 cours avec nos étudiants sur cette décision fondamentale. Alors là, ce droit à un environnement sain, il est appréhendé dans sa dimension individuelle. Mais ce droit à un environnement sain, il revêt aussi une dimension collective. Il a aussi été consacré très récemment par l'Assemblée générale des Nations unies, dans une résolution du 28 juillet 2022, comme un droit de solidarité dont la communauté internationale, dans son ensemble, doit pouvoir se prévaloir. Le droit à un environnement sain, c'est aussi un droit, une prérogative qui est au cœur de l'argumentation des requérants, qui sont essentiellement des associations de défense de l'environnement, qui intentent de très nombreux procès climatiques, ce que l'on appelle les affaires climatiques, devant les tribunaux nationaux, contre l'État. En France, on a 2 grandes affaires climatiques qui ont abouti à la condamnation de l'État, l'affaire Grande-Synthe et l'affaire du siècle. Deuxième exemple dont je voudrais parler ici, c'est celui du patrimoine commun de l'humanité. Alors on parle beaucoup de ce concept. En droit, ce concept de patrimoine commun de l'humanité, il existe juridiquement. Il recouvre quelque chose d'assez infime et patrimoine commun de l'humanité, juridiquement protégé, en fait, ce qu'on appelle la zone, c'est le fond des mers et le sous-sol et les minerais qu'il renferme. Donc c'est pour le moment un ensemble de ressources qui ne sont pas commercialement exploitables, mais le droit prévoit que lorsque ces ressources pourront être exploitées, elles devront l'être dans l'intérêt des générations présentes et dans l'intérêt des générations futures. C'est donc une manière de reconnaître la liberté des générations futures, de pouvoir jouir, lorsque ce sera leur tour, des profits que permettra l'exploitation de ces ressources. Donc le droit reconnaît plusieurs sujets de liberté. Cette reconnaissance de plusieurs sujets de liberté, c'est déjà une première source de limitation de l'espace dans lequel ces libertés peuvent s'exercer. Ce principe, il est clairement posé dans notre Constitution. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cette liberté horizontale, eh bien, elle va s'articuler aussi avec une liberté verticale. Il en a été question tout à l'heure. L'espace d'exercice des libertés fait aussi l'objet de cette liberté verticale au sens où il faut vivre en groupe, il faut pouvoir exercer ces libertés dans un cadre collectif. Et la meilleure illustration que l'on peut donner de cette limitation verticale, c'est les restrictions qui ont été mises en place lors de la crise de la Covid-19. Nous avons accepté, alors plus ou moins docilement, un certain nombre de restrictions à nos libertés individuelles parce qu'il fallait protéger la santé qui est un bien commun. Et il y a une troisième catégorie de limites qui est d'ordre plus global dans la problématique qui m'intéresse particulièrement, et c'est la finitude de la planète. Les limites planétaires, telles que le changement climatique, telles que l'érosion de la biodiversité, sont finalement autant de réalités universelles qui nécessitent que l'on révise notre champ des possibles. Les ressources se raréfient, la capacité de charge de la planète s'amenuise et l'empreinte environnementale de la population mondiale ne cesse de croître. Par conséquent, nos options de production, de consommation, de mode de vie se réduisent d'autant parce que notre monde se rétrécit. Or, le droit, que ce soit le droit interne, le droit européen ou le droit international, prend progressivement en compte ces nouvelles limites planétaires. On le voit par exemple avec la place décisive qui est donnée aujourd'hui à la science, notamment aux travaux du GIEC dans l'élaboration des conventions internationales en matière de lutte contre les changements climatiques. Les objectifs contraignants, parvenir à un réchauffement climatique soit en deçà de 2 degrés d'ici 2100, parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 en droit européen, ce sont des objectifs qui sont définis au regard de ces limites planétaires.
Alors à ce stade de l'analyse, premier petit point d'étape, ce que nous pouvons constater, c'est que les libertés sont multiples et puis surtout qu'elles ne sont jamais absolues. Elles sont toujours relatives. Et dans cette configuration, eh bien, on peut envisager un certain nombre de restrictions. J'en arrive à mon second point. De quelles restrictions parlons-nous lorsque nous parlons de restrictions aux libertés dans un but de protéger le climat, de stabiliser le climat? Il me semble qu'on peut envisager les restrictions sous deux angles. Soit des restrictions responsabilité, soit des restrictions sécurité. Les premières, restrictions responsabilité. Ce que j'appelle ici les restrictions responsabilité, ce sont celles qui sont adoptées en considération du fait que l'exercice incontrôlé d'une liberté individuelle entraînerait une restriction déraisonnable et injuste de l'espace de liberté d'autrui. Et justement, dans la jurisprudence des tribunaux, dans la jurisprudence très récente des tribunaux, eh bien, on observe un certain nombre d'évolutions qui renforcent cette idée de liberté-responsabilité à l'égard d'un autrui plus ou moins proche dans le temps et dans l'espace. Deux exemples, l'un en droit français et l'autre en droit étranger. En droit français, on a une décision très marquante, très novatrice, très audacieuse même, qui a été rendue, c'est la juriste qui s'emballe face à une décision du Conseil constitutionnel que l'on peut qualifier d'audacieuse parce que c'est assez rare en réalité. C'est une décision du 31 janvier 2020 où le Conseil constitutionnel devait apprécier la conformité à la Constitution d'une loi qui interdit la fabrication, la production, l'utilisation et surtout l'exportation de certains pesticides que l'on considère comme dangereux pour la santé et l'environnement. Et les requérants qui se plaignaient de cette loi estimaient que si on n'avait pas le droit d'utiliser ces pesticides en France, rien n'interdisait de pouvoir les fabriquer en France et de les exporter là où ils sont encore autorisés. Le Conseil constitutionnel nous dit que le législateur, donc il n'a pas censuré la loi, il a considéré qu'elle était conforme à la Constitution, parce que le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter atteinte à l'environnement à l'étranger. Donc il me semble là qu'il s'agit bien d'une liberté-solidarité qui est reconnue par le Conseil constitutionnel. Un autre exemple, puisé ici dans la jurisprudence étrangère, dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, qui est encore plus audacieuse que notre Conseil constitutionnel, c'est une décision du 24 mars 2021 où le Conseil constitutionnel devait apprécier la loi allemande qui définit les efforts à fournir pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et que la Cour constitutionnelle allemande a considéré comme non compatible avec la loi fondamentale allemande, tout simplement parce que les efforts qui étaient définis en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre des générations présentes étaient trop peu ambitieux. Et ce que dit la Cour est il me semble assez intéressant. Je lis l'extrait de la décision. L'article 20 de la loi fondamentale allemande, celle qui prévoit une obligation générale de protection, englobe l'impératif de prendre soin des fondements naturels de la vie d'une manière qui permette de les léguer aux générations futures dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l'austérité radicale. Ici, c'est une forme de liberté-équité qui est reconnue par la Cour constitutionnelle allemande. Alors, on n'a pas encore en droit français de jurisprudence aussi audacieuse, mais il existe aujourd'hui un dialogue des juges, les concepts juridiques circulent, et on peut envisager qu'un jour, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État adopte ce même type de raisonnement où il est question de dire l'effort qui est consenti aujourd'hui en termes de sobriété énergétique ou en termes, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses, il n'est pas suffisant parce qu'il va faire peser sur les générations futures un poids, un fardeau beaucoup trop lourd, et ce sont les libertés des générations futures qui seront hypothéquées. Dernier point, je ne sais pas combien de temps il me reste. Oui, alors tout à l'heure, ça avait permis à Serge Dier de faire beaucoup plus long ensuite, donc je vais faire gaffe à ce que je réponds. Écoutez, il vous reste 7 bonnes minutes. 7 minutes, donc c'est bien dense.
Très bien. Dernier point, à côté des restrictions responsabilité, eh bien, on peut aussi envisager les restrictions de liberté qui sont nécessaires dans la lutte contre les changements climatiques comme des restrictions sécurité, comme l'idée que si nous limitons nos libertés, c'est pour assurer la sécurité climatique face à un péril qui aujourd'hui ne peut plus être nié. Alors cette question de sécurité en droit, elle renvoie à la possibilité de mobiliser des régimes d'exception, des régimes juridiques d'exception qui vont inverser le rapport entre les libertés et les restrictions. La liberté est le principe et la restriction est l'exception. Mais dans ces régimes d'exception, la liberté devient l'exception, tandis que les restrictions deviennent la règle. Et on a aujourd'hui un certain nombre de juristes qui s'interrogent sur la possibilité, notamment de déclarer un état d'urgence climatique. On a eu un état d'urgence sanitaire à partir de mars 2020. Et là, je me permets de citer un philosophe qui nous disait dans un fameux journal du soir, Bruno Latour, que l'exigence de protéger les Français pour leur propre bien contre la mort est infiniment plus justifiée dans le cas de la crise écologique que dans le cas de la crise sanitaire, car il s'agit là littéralement de tout le monde et pas pour un temps, mais pour toujours. Avec l'idée donc qu'il faudrait probablement réfléchir à déclarer un état d'urgence climatique. Certains juristes s'interrogent aussi sur la possibilité de mobiliser l'article 16 de notre Constitution qui permet de donner des pouvoirs exceptionnels entre les mains du président de la République. Alors ça c'est plus peut-être dans le cadre de jurisdiction, mais voilà, la réflexion est là. La mobilisation de ces régimes d'exception, il est clair, peut, dans une certaine mesure, permettre de faire des arbitrages favorables aux libertés collectives, aux libertés environnementales. On l'a vu encore une fois avec la crise du coronavirus. Des restrictions individuelles ont permis l'exercice de certaines libertés collectives. Lorsque le port du masque est devenu obligatoire, on a pu reprendre petit à petit un certain nombre d'activités sociales, les rassemblements, la possibilité d'aller dans les musées, etc. Mais en réalité, ces régimes d'exception, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui juridiquement, ne sont pas appropriés aux périls climatiques auxquels nous sommes pourtant actuellement, effectivement et collectivement confrontés. Ils ne sont pas appropriés. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ces régimes d'urgence autorisent des mesures provisoires, alors même que face au péril climatique, ce sont des mesures qui ont vocation à se pérenniser, dont on a besoin. Ces régimes d'urgence, ils se justifient également par l'imminence d'un péril. Alors l'imminence, le péril climatique, il est imminent, on est dedans. Néanmoins, il n'est pas perçu comme tel par la société. On est finalement, avec le changement climatique, face à un accident plutôt que face à quelque chose que l'on heurte de plein fouet. Et puis, les régimes d'urgence autorisent des mesures restrictives qui sont censées être ciblées à l'égard de personnes qui présentent une menace pour l'ordre public et la sécurité. Mais ils peuvent rarement, et ça a été très discuté dans le cadre des mesures qui ont été adoptées face à la crise sanitaire, ils peuvent difficilement justifier sur un temps assez long des restrictions qui soient collectives. Finalement, les restrictions, si on peut bien parler de sécurité climatique, les restrictions sécurité aux libertés qu'il faut ici envisager ne devraient pas être conçues comme des restrictions exceptionnelles. Elles ne devraient même pas être conçues comme des restrictions au sens de limitation ou d'atteinte aux libertés, mais comme une redéfinition de la sphère d'émancipation de chaque sujet de liberté. Et cela doit passer par une plus grande ouverture de nos concepts normatifs et juridiques qui, pour l'heure, détectent difficilement les injustices climatiques. Alors ici, il y a un champ des possibles très large, avec une nécessité probablement de redéfinir l'espace-temps
que l'on prend en compte dans l'élaboration de la norme. Et de ce point de vue, on a un certain nombre de propositions extrêmement intéressantes et stimulantes, comme la création d'un Parlement des choses, et là je recite à nouveau Bruno Latour, ou la proposition de création d'une Chambre du futur pour prendre en compte les intérêts des générations futures. Il y a aussi une autre évolution qui est intéressante, que l'on observe beaucoup en droit comparé, et dont on pourrait peut-être s'inspirer dans nos sociétés occidentales, c'est la reconnaissance, j'en ai déjà parlé, alors de nouveaux sujets de liberté. Il y a déjà plusieurs sujets de liberté, mais on pourrait aller encore plus loin et réfléchir à la reconnaissance de la personnalité juridique à certains éléments de la nature. L'Inde, la Nouvelle-Zélande ou encore la Colombie l'ont fait pour des fleuves, pour des forêts, pour des glaciers. C'est d'une certaine manière reconnaître l'existence d'autrui, et leur reconnaître une sphère de liberté qui vient nécessairement limiter les libertés individuelles de chacun. Ces réflexions, elles sont nourries aujourd'hui par de nombreux juristes. Il n'y a pas pour le moment de réflexion institutionnelle sur ces possibilités, mais en tout cas, ce sont des pistes, il me semble, intéressantes. Alors, à ce stade, je vais conclure. Je vais conclure en disant que j'ai bien conscience d'avoir brossé un tableau peut-être un peu trop positif, hein, et qui est en décalage avec mes travaux habituellement, où j'ai plutôt tendance effectivement à expliquer que le droit international économique ne tient pas compte des réalités environnementales et qu'il donne la prime à la liberté d'entreprendre. C'est une réalité. Aujourd'hui, les libertés telles qu'elles sont protégées par le droit se heurtent et souvent bénéficient d'une prime par rapport aux restrictions que devraient induire des politiques environnementales et climatiques qui soient efficaces. Ceci dit, il y a dans le droit des évolutions dont je viens de vous donner un petit aperçu, qui sont extrêmement intéressantes, et surtout on a un vrai foisonnement à l'heure actuelle qui laisse penser que le droit, avec la philosophie, c'est promis, à l'avenir, je serai beaucoup plus philosophe que je ne l'ai été jusqu'à maintenant, mais qui laisse penser que le droit peut aider d'une certaine manière à la redéfinition de ces libertés. Je vous remercie.